Bon, oui, j'ai un peu insisté parce que... Pardon. On m'a dit que j'étais psychologue, psychothérapeute, c'est très très bien, mais je ne le suis pas. Je suis médecin, voilà. Donc je m'occupe d'enfants, en particulier dans un hôpital de jour pour enfants, de à peu près 5-6 ans à 12 ans. Et puis je vais aussi en pédiatrie 2 fois par semaine. Et là, je rencontre des enfants et des adolescents qui sont en souffrance psychique et parfois pour des raisons traumatiques. Alors, je suis désolée, je vais lire un petit peu parce que je ne suis pas aussi brillante que les orateurs d'avant. Je vais vous parler en tant que femme, chrétienne et pédopsychiatre. Je m'appelle donc Christine Bestual, j'ai 64 ans, je suis mariée, mère et maintenant grand-mère, ma plus grande joie. J'ai eu la chance dans ma vie, en particulier dans l'Église, de croiser des personnes, prêtres et laïcs, en qui je pouvais avoir confiance. J'ai pu aussi avoir confiance dans mes parents. Et mes parents m'ont fait confiance à leur façon de parents, c'est-à-dire en me donnant des limites lorsque j'étais une petite personne. J'ai intitulé mon exposé comme une personne parle à une autre personne, en référence à Bernadette Soubirous, Bernadette de Lourdes, parlant de Marie qu'elle n'avait pas encore reconnue, puisque parlant d'elle, elle disait cela. Elle a dit, elle m'a regardée comme une personne qui parle à une autre personne. Et depuis que je sais que je vais intervenir devant vous, c'est cette phrase-là qui m'a habitée tout au long. Bernadette a 14 ans, elle est issue d'une famille très pauvre, mais aussi animée d'une foi profonde. Malgré son désir, elle n'a pas pu faire sa première communion, parce que pour cela, il aurait fallu qu'elle apprenne son catéchisme, et pour cela, il aurait fallu qu'elle apprenne à lire, et pour cela, il aurait fallu qu'elle aille à l'école. Mais voilà, sa famille était trop pauvre. Et pourtant, c'est à elle que Marie s'adresse, avec peu de mots, mais avec le regard respectueux d'une personne qui parle à une autre personne. Je suis très touchée par le regard de Marie qui ne dit pas grand-chose. Ce qu'elle dit au cours des 18 apparitions tiendrait sur une demi-page. Et ce sont des mots très simples, sauf quand, à la demande de Bernadette qui lui demande son nom, elle dit en patois, c'est-à-dire dans la langue de Bernadette, qu'elle est l'Immaculée Conception. Ce sont les seuls mots que Bernadette a eu du mal à retenir. Le reste est très simple. Marie regarde Bernadette avec sérieux, avec douceur, avec respect. Elle la regarde de personne parlante à une autre personne parlante. Cela m'évoque les séances de psychothérapie avec les enfants. Très souvent, les enfants, en particulier ceux dont je m'occupe, qui parfois ne sont même pas dans le langage, mais aussi ceux que, comme catéchistes, vous rencontrez, ils ne disent pas grand-chose. En revanche, s'ils voient dans votre façon de les accueillir, dans votre regard, que vous, comme être parlant, vous les regardez comme une autre personne, c'est-à-dire comme sujet, dans mon jargon à moi. Lacan, qui est un de mes maîtres, dit comme par lettre, avec tout votre respect. Alors, ces moments peuvent être précieux pour les aider à grandir. Même si ces enfants ne parlent pas. Même si vous mettez très peu de mots, des mots simples. Mais pas n'importe quel mot. Pas des mots qui infantilisent. Pas des mensonges. Pas des mots qui manipulent, ou qui jugent, ou qui enferment. On l'a beaucoup dit tout à l'heure. Je m'arrête un peu sur les mots qui manipulent.
Le désir de l'adulte. L'enfant ne devrait jamais être invité à le satisfaire. Je parle pourtant de désirs qui paraissent légitimes. Demande de tendresse, de câlin, de baiser. Bien sûr, les enfants doivent apprendre à dire bonjour et au revoir. Mais pourquoi faudrait-il les obliger à embrasser, à se faire serrer dans les bras? Voilà ce que disent les parents en général, ou les adultes en général. Fais-moi plaisir, va l'embrasser, ça lui fera plaisir. J'ai pris comme exemple pour illustrer une phrase de quelqu'un qui avait été abusé dans son enfance et qui disait « Je n'aimais pas quand mon oncle venait me dire bonsoir dans mon lit. » La mère me disait « Tu n'es pas gentille, ton oncle n'a pas d'enfant, il t'aime beaucoup. » Vous voyez les mots de l'amour. Hein. Le désir de l'adulte, par exemple, aussi, de se sentir reconnu dans ce qu'il donne à l'enfant. Alors, on demande bien sûr de manger ce qu'il y a dans l'assiette, ok, et puis surtout d'aimer toute la nourriture qui est préparée pour eux. Là, il ne s'agit pas de ne pas proposer aux enfants d'être curieux. Il s'agit que la nourriture ne devienne pas un enjeu pour prouver aux adultes qu'on les aime. Il s'agit en fait de respecter le corps de l'enfant, son appétit, ses goûts. Le désir de l'enfant, de l'adulte, pardon, il peut aussi être de s'approprier le corps de l'enfant, même dans la toilette. Il est très possible, très tôt, de laisser nos enfants laver leur partie intime dès qu'ils le peuvent. Pour le reste, je t'aide, je t'accompagne, mets ton sexe, c'est toi qui le laves. Avec ces mots-là, éventuellement, pourquoi pas. Et maintenant, nous allons parler de l'emprise. J'ai été très intéressée de dire que l'emprise, en langage administratif, c'est la mainmise de l'administration sur une propriété privée en expropriant les habitants. L'emprise, d'un point de vue psychologique, c'est la prise de possession du désir de l'autre et son expropriation pour le remplacer par le désir de celui qui a pris le pouvoir. Et cela peut se voir dans tous les espaces, dans tous les milieux. De plus en plus, on prend conscience du lien potentiel entre sexualité subie, pouvoir et violence. Dans tous les espaces de vie, de travail, associatif, dans le milieu artistique et aussi dans l'Église, la sexualité des forts peut parfois s'imposer aux faibles. Dans tous les cas de pédocriminalité, il s'agit de figures d'autorité en contact avec des personnes vulnérables. Non pas vulnérables au départ, ça c'est vraiment important, parce qu'elles ne le sont pas toujours, mais vulnérables en ce sens qu'elles sont dans un lien de subordination avec cette figure d'autorité, et que la figure d'autorité en profite, en abuse. Il faut bien rappeler que dans 80% des cas à peu près, il s'agit de violences intrafamiliales. Et que dans les 20% restants, le plus souvent, les auteurs sont très bien connus des familles. Il y a des systèmes qui favorisent l'emprise. Tous les milieux fermés, que ce soit familiaux ou extrafamiliaux, et tous ceux qui favorisent les liens de pouvoir. Je ne parle pas d'autorité, je parle de pouvoir. En bref, toutes les organisations patriarcales. C'est, me semble-t-il, ce que dénonce le pape François lorsqu'il dit que le cléricalisme naît d'une vision élitiste et exclusive de la vocation qui interprète le ministère reçu comme un pouvoir à exercer. Toutes les organisations qui admettent la violence, qu'elle soit verbale, psychologique ou physique, toutes les organisations qui n'admettent pas l'objection de conscience favorisent l'emprise. Favorisent, c'est pas obligatoire, favorisent. Et par exemple, dans ce contexte, on sait bien que certaines nouvelles communautés religieuses, créées par des fondateurs trop sûrs d'eux-mêmes, ont pu reproduire un système fermé favorisant l'emprise et l'abus spirituel, puis sexuel dans certains cas.
Qui est-ce l'abuseur et pédophile? C'est un séducteur qui va utiliser le mensonge, par exemple, ces caresses, c'est parce que je t'aime, puis la violence, pour arriver à ses fins. Il met l'autre dans une position d'esclave. Le lien de séduction est très prégnant. Beaucoup de personnes abusées disent avoir été flattées d'être choisies dans un premier temps, évidemment, d'une certaine façon. C'est ce qui va d'ailleurs augmenter encore la culpabilité et la difficulté de parler. Et puis peu à peu, mettre un lien de dépendance, favorisé par la violence, par la multiplicité de maltraitance en général, et finalement, la victime fait taire son désir. C'est-à-dire qu'elle fait taire toute sa personnalité. La relation d'emprise est un système qui fait taire toute parole. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants? L'interdit de l'inceste, l'interdit de la sexualité entre adultes et enfants, le respect de l'autre, qu'il soit adulte ou enfant, et que la sexualité doit être replacée dans le cadre d'une relation affective. Et puis, et surtout, le respect de soi-même et l'écoute intérieure de ce que l'on ressent. Comment être avec les enfants dans une relation de personne qui parle à une autre personne qui parle. J'ai envie maintenant, pour terminer, c'est assez court ce que je te dis, j'ai envie de vous lire très rapidement une histoire que vous connaissez peut-être parce qu'elle est assez connue chez les enfants et qui, je trouve, aborde bien et d'une façon métaphorique la question de la séduction. C'est cette histoire-là, Roule Galette. Je pense que beaucoup de vous la connaissent. C'est très rapide. Dans une petite maison tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais t'en faire une, répond la vieille, si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. » C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette, et puis elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. Elle est trop chaude, crie le vieux, il faut la mettre à refroidir. Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule toujours plus loin, et voilà qu'elle rencontre un lapin. « Galette, galette, je vais te manger !» crie le lapin. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses grandes oreilles. « Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier, on m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-moi si tu peux. » Elle se sauve si vite qu'elle disparaît dans le vent. Elle roule sur le sentier et voilà qu'elle rencontre le loup gris. « Galette, galette, je vais te manger, dit le loup. »« Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. »« Je suis la galette, attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite que le loup ne peut la rattraper. Elle court dans la forêt, et voilà qu'elle rencontre un gros ours. « Galette, galette, je vais te manger, grogne l'ours de sa grosse voix. »« Non, non, la galette, écoute plutôt ma petite chanson. Tralalalala, attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve si vite que l'ours ne peut la retenir. Elle roule encore plus loin, et voilà qu'elle rencontre le renard. Nous y voilà. « Bonjour Galette, dit le malin renard. »« Bonjour Galette, il lui dit pas je vais te manger. Hein. Comme tu es ronde, comme tu es ronde. » La Galette toute fière chante sa petite chanson, et pendant ce temps le renard se rapproche, et quand
il est tout près, tout près. Il lui saute dessus. Il lui demande: qu'est-ce que tu chantes, Galette? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes? Pour mieux se faire entendre, la Galette saute sur le nez du renard et de sa petite voix elle commence: je suis la Galette, la Galette. Et là, le renard la mange. Que j'en ai vu ce cochon.